Ah, il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je suis aux toilettes. Oh le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de Dieu. C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur. Ta croûte, c'est marrant, elle a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez toi. Je veux pas rentrer chez moi. Oh là. Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-ondes, le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6. Je suis Raoul Villeroy, on est parti pour une petite heure ensemble à débriefer l'épisode de la saison 12 de Top Chef qui a eu lieu hier soir pour nous qui enregistrons le jeudi. Aujourd'hui, une brigade de choc, j'ai le plaisir de retrouver Raphaël Masmejean au micro. Salut Raphaël. Salut Raoul, salut à tous. Et Clément est également avec nous pour sa grande première. Salut Clément. Salut Raoul, salut Raphaël, salut tout le monde. Clément qui nous a rejoint presque en cours de route et qui fait des tweets bien plus vus que les nôtres, donc on est très content que tu viennes dans notre émission, dans ton émission d'ailleurs, que dis-je, c'est ton émission également. D'abord, tradition oblige, Clément, est-ce que tu es plutôt cuisinier étoilé ou cuisinier du micro-ondes? Plutôt cuisinier du micro-ondes. Ah, bravo. Bravo, comme tous les gens de cette émission ou presque, sauf Seb que vous avez entendu la semaine dernière. Alors si toi aussi tu me sors que tu as des origines italiennes, je vais finir par me poser une question parce que je découvre que tous les gens autour de moi ont des origines italiennes et veulent parler de cuisine, donc je me sens pas à l'aise. Toi c'est bon, pas de soucis de ce côté-là? Non, pas du tout. Ma seule spécialité c'est les pâtes au parmesan et au pesto. Mais... Ah bah bravo, bon, un classique finalement. Raphaël, tu valides? Oui, très bien, très bien. Génial. On va revenir dans cet épisode sur l'émission de Top Chef de ce mercredi 24 mars. On fera nos tops et nos flops. Et le fameux Power Ranking qui a enfin vu juste, messieurs. Alléluia, c'est la teuf. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est bien installé? Oui, oui, parfait, génial. Alors, c'est parti. Waouh, je vous sens au taquet les mecs. C'est parti pour un premier jingle et après on enchaîne. Je ne sais pas trop ce que je vais faire comme couche. Au début, je voulais faire un kebab, un pitibab. Allez, on passe à la dégustation. Messieurs, hier, on a commencé cette émission par une première épreuve un peu particulière. Une épreuve, moi, qui m'a rappelé un peu, à l'époque, un truc qui s'appelait Masterchef, qui passait sur TF1, je crois, où c'était un peu comme Top Chef, mais avec des amateurs, donc voilà. Et il y avait faire goûter un plat, il fallait retrouver tout ce qu'il y avait dedans. C'était Geek on the Board à l'époque, voilà, je parle au plus ancien. Alors, donc cette épreuve, la première avec Glenn Viel, chef, le plus jeune chef 3 étoiles étoilé, si j'ai compris. Ou quelque chose comme ça. Et peut-être une version un peu Covid-friendly de la boîte noire. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti, goûter le truc et le faire soi-même, puisqu'on peut pas trop s'enfermer ensemble et goûter avec les mains. Est-ce que c'était un peu ça, Raphaël? On n'aura pas forcément de boîte noire cette année, on aura ça? Ouais, en tout cas, effectivement, ça y ressemblait fortement, ce côté goûter. Alors là, pour le coup, l'avantage pas à l'aveugle, donc je pense que potentiellement moins perturbé au niveau des sens. Mais oui, ça a l'air d'être ça. Je crois pas qu'il y ait de boîte noire cette saison, donc ça pourrait être vraiment l'épreuve qui remplace la boîte noire. Donc c'est pas plus mal. Enfin, en tout cas, c'était sympa quand même comme format. On y reviendra, mais j'ai trouvé que ça marchait bien, même si on n'a pas ce côté à l'aveugle. Et dans le noir, mais bon. Alors justement, le format, commençons par ça. Moi, j'avoue, je n'ai pas été forcément convaincu. Clément, tu vas pouvoir nous dire ce que tu en penses. Ce côté de, on fait une partie du plat, on élimine quelqu'un, une autre, on élimine quelqu'un, etc. jusqu'à la fin. Est-ce que toi, ça t'a convaincu ou est-ce que tu aurais préféré voir les 4 assiettes de tout le monde jusqu'au bout? J'aurais préféré voir les 4 assiettes. En fait, ce que j'ai moins aimé, c'est quand même le côté un peu école primaire, où ils veulent jusqu'à leur souffler les réponses au fur et à mesure, faut qu'ils trouvent, et ils sont un peu moins en autonomie sur la boîte noire, que je trouve un peu plus intéressante en temps normal.
Ouais, alors ça, bon, voilà, je suis assez d'accord. Et c'est peut-être ça, moi, que je trouvais dommage. C'est ce côté de dire, on les a pas trop laissés galérer. En même temps, vu ce qu'il avait fait, c'était impossible de trouver le pamplemousse brûlé. D'accord. Raphaël, est-ce que ça aurait pas été plus rigolo, justement, de les voir tous les 4 aller au bout et faire ce qu'ils pouvaient avec qui de l'amande, qui de je sais plus quoi, des fans de carottes. Bon, bah, ça aurait été rigolo, quoi. Non, je vous rejoins là-dessus. C'est vrai que ça aurait été plus sympa et surtout, ça aurait peut-être permis aux candidats, par exemple, qui se foirent sur la carotte, de se rattraper sur le riz de veau ou sur le jus amer. Et c'est vrai que là, tu as ce côté où en fait, il faut passer une première étape qui est la carotte, mais on voit pas forcément tout le potentiel des candidats sur le reste des parties du plat. Donc, c'est vrai que ça aurait peut-être été plus sympa de voir l'ensemble, on va dire. On sait pas, hein, peut-être que les violets ou les jaunes auraient trouvé le coup du pamplemousse après tout, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est. Bien sûr. Thomas, le génie, on l'embrasse. Non, mais c'était pas impossible. Donc, comme vous, j'aurais préféré voir les 4 s'affronter jusqu'au bout là-dessus. Et il y a quelque chose de. Excuse-moi, Raoul. Vas-y, non, il y a quelque chose d'un peu plus ludique aussi, je trouve, à ce que normalement ils puissent, par des aliments un peu détournés à ce qui est dans la recette, essayer de recréer le même goût. Ouais. Qui est une composante que je trouve assez intéressante. Ouais, et c'est exactement ce que j'allais dire. Je trouve dommage que du coup à la fin, les rouges et les bleus, donc qui ont été tous les deux en finale entre guillemets de cette épreuve-là, ils aient tout refait. Tu vois, ils refont la première carotte qu'ils ont faite avec les bonnes réponses, ils refont le riz de veau avec les bonnes, enfin en sachant ce que c'est. Et c'est vrai que du coup le plat final, ça se joue sur la sauce et un peu sur le visuel aussi, mais le riz de veau et la carotte, bah forcément c'est très proche de ce qu'a fait le chef Viel parce que bah il leur a dit ce que c'était et effectivement bon voilà. Après l'épreuve en elle-même un peu donc on est un peu déçu peut-être du format. Rappelons quand même donc les violets partent en premier sur la carotte, les jaunes. C'est dommage les jaunes, on a cru qu'ils allaient passer parce que vraiment leur riz de veau était beau mais à l'intérieur ça ne marche pas et au final ce sont les rouges qui gagnent. Les rouges encore une fois d'ailleurs qui continuent de nous surprendre et de passer les semaines sans trembler des genoux. Glenn Viel, le chef, j'ai l'impression que tout le monde a eu une petite sympathie pour lui, qu'on s'est dit putain quand même, bon je le connaissais pas, j'ai pas au mytho, mais ouais il y avait un truc, il était sympa, il interagissait bien avec les candidats, il se foutait un peu de la gueule de Arnaud, c'était rigolo quoi. Moi j'ai bien aimé. Raphaël. Ouais, je te rejoins. Sur le moment, je me suis dit qu'il ferait un bon chef de brigade pour les années à venir. Et voilà. Tu vois, je pense clairement il a le potentiel. Alors peut-être sur sa façon là de se comporter, ce qu'on a vu, peut-être un peu trop proche d'Etchebest, dans ce côté un peu grand gaillard qui te rentre dedans et machin. Mais clairement, on a senti qu'il avait le feeling, il avait l'attitude. Vraiment d'un futur chef de brigade, donc faut voir. Je sais pas si Paul Perret retourne en Asie bientôt. Je serais pas étonné que M6 le surveille de près pour lui proposer quelque chose dans les années à venir. Clément, tu voudrais le voir à la place de qui aujourd'hui? Sois honnête avec nous. Bonne question. En tout cas, je vous rejoins sur le côté un peu chef de brigade, puisque j'ai trouvé qu'en voix off, il jouait aussi mal que Hélène Darroze. mais là où pour moi, il a une petite différence avec Etchebest, c'est qu'il est un peu plus... son rentre-dedans est plus subtil. C'est plus parlez-moi votre recette. Et il leur fait croire que ça marche au dernier moment. Non, ça marche pas. Pas du tout. Mais allez, salut. Ouais. Mais c'est vrai que je rejoins Raphaël sur le côté un peu rude. J'aurais du mal à en avoir 2. Enfin, du coup, en plus de Etchebest, quoi. Et comme on va pas perdre Paul Perret, notre trésor national. Non, ce serait dommage effectivement que Perret. Oh non, mais on a qu'à dire à la place d'Hélène Darroze. Voilà, je dis ça au hasard. Hein. Mais non, messieurs. Non, il faut une figure féminine. Dur avec Darroze. Hein. Oui, c'est vrai. Que cette année, elle est quand même, elle est beaucoup moins mauvaise foi que l'an dernier. Franchement, cette année, je la trouve plutôt cool et on peut lui reconnaître quand même. Ça fait 2 ans de suite qu'elle a l'air de bien choisir ses brigades. Hein. Oui, c'est vrai que l'an dernier elle va au bout. C'est vrai que cette année elle a encore ces 3 candidats qui sont encore dans l'aventure. Donc elle aurait tiré les leçons de ces années précédentes et coup de chapeau à elle pour ça. Je suis pas complètement d'accord avec toi sur la mauvaise foi, mais c'est un débat qui est propre à chacun. Il faut attendre de voir la finale. Oui, voilà. C'est-à-dire que là, c'est quoi? Elle sait ce qu'elle goûte, qu'elle est de mauvaise foi. Oui, bah bon, ça. D'ailleurs, on va pouvoir en parler sur la dernière chance de est-ce qu'on sait qui a fait quoi, parce que je pense que de plus en plus, je trouve, on commence à le repérer un petit peu. Donc voilà, cette première épreuve, les rouges qui l'emportent Mohamed et Chloé qui passent directement en semaine prochaine, et les 6 candidats suivants qui se retrouvent
dans une deuxième épreuve dont peut-être, alors en tout cas je sais qu'au sein de la rédac il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas forcément convaincus sur le papier. Moi j'avais trouvé ça le principe assez cool et j'ai été assez séduit par le résultat final. Déjà première question pour vous messieurs, est-ce que le côté on le met à la carte du resto, c'est genre on n'a plus d'idées, donnez-nous-en, ou c'est on fait un beau cadeau, un bel honneur? Qu'est-ce que vous en pensez? Clément d'abord. Moi, j'ai trouvé, alors déjà, j'ai trouvé que c'était quand même un peu une arnaque dans une période Covid, puisque bon, leur resto, a priori, il est pas prêt de tout de suite rouvrir. Et oui, j'ai trouvé que ça faisait un peu, on n'a plus d'idées, on va faire un plat gratos. Raphaël, t'es du même avis? Je sais pas si on n'a plus d'idées, mais en tout cas c'est finement et businessment bien joué parce qu'ils vont le mettre à 40 € le dessert à la carte du restaurant sans l'avoir travaillé et avec l'idée d'un autre sans royalties a priori, ou en tout cas on le sait pas. Non mais c'est ça. Après en vrai je pense que pour les candidats, pour le coup, nous en tant que spectateurs forcément on a la vision un peu vastoche. Je pense que pour le candidat, ça reste une belle opportunité, tu vois. Pour le gagnant, on y reviendra, la gagnante. Mais à mon avis, avoir son plat, avoir un plat signature dans un resto 3 étoiles, tu dis pas non quand t'es en début de carrière comme tous ces candidats, quoi. C'est ce que je me suis dit aussi. Vas-y. À noter que Mathias est le seul qui avait pas compris le principe de l'épreuve, puisque tout le monde était un peu les larmes aux yeux à l'idée d'avoir un plat dans un resto de 3 étoiles, et Mathias qui a déclaré en tout cas ce truc je le mettrai à la carte de mon restaurant. Oui, bah, peut-être qu'il savait qu'il gagnerait pas. Non mais oui, effectivement, comment ça se serait passé si il avait gagné et qu'il avait dit bon bah je vais le mettre à la carte de mon restaurant, et que la prod lui aurait dit non on a passé un accord, il y a une exclue, t'as pas le droit. C'est vrai que ça aurait été bizarre. On ne manquera pas de leur demander si on les a un jour. Donc cette épreuve sur le dessert en champignons, alors oui, ça a déjà été vu, revu des sérisés, ou je sais pas si ça se dit, des trucs qui sont pas censés l'être, mais moi je trouve le principe cool. Après voilà, moi maintenant, je vous raconte ma life, j'allais ramasser les champignons petit avec mon grand-père, donc ça me parle beaucoup, mais moi j'ai un seul truc que j'ai moins aimé, et je vais vous demander votre avis là-dessus, c'est imposer un champignon par candidat. Il y en a pour qui c'était un peu plus facile que d'autres, et peut-être que ça a un peu déséquilibré les débats. Je trouvais que certains aient le cep et d'autres la trompette de la mort, quoi, typiquement. Bon, bref, Raphaël, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, ça m'a pas gêné, tu vois. Pour moi, ça me rappelle certains concours où t'as oral de bac, oral de ce que tu veux, où tu tombes sur un sujet, c'est du tirage au sort et t'y vas, et t'es censé être un cuisinier complet, donc pouvoir être prêt à cuisiner n'importe quel champignon ou n'importe quel denrée alimentaire qu'on t'apporte. Donc au final, moi, ça m'a pas du tout gêné ce côté-là. Et c'est bien, ça permet de voir aussi plusieurs recettes différentes, et peut-être s'ils avaient tous eu le même type de champignons, on serait peut-être tombés tous sur à peu près la même recette pour l'accord avec ce type de champignons. Là, au moins, on a vu 6 recettes bien différentes, 6 idées complètement voilà, différentes, ouais. Clément, même question, tu trouves ça normal? Moi, pour le coup, c'est vrai qu'on peut trouver le principe un peu injuste. Après, dans un point de vue un peu chaud, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça m'a beaucoup rappelé l'épreuve des dragons dans Harry Potter, où ils en ont tous un différent. Ah oui. Ah ouais, et puis je trouve que les deux chefs ont vraiment maximisé leur chance d'avoir un nouveau dessert qu'ils n'avaient pas vu en leur imposant plusieurs champignons. Oui, effectivement, c'est vrai que du coup, et d'ailleurs, bah voilà, on va faire les plats un peu un par un, mais commençons par les bleus. Donc d'abord, Mathias et ses 12 générations de bûcherons, d'hommes des bois. J'ai trouvé ça mortel la manière dont on amène ça, genre c'est incroyable, ils font du bûcheronnage dans sa famille, il y a vraiment que lui en France. Ah non, ça arrive à plein de gens en fait. Ça va quoi, c'est pas un truc non plus exceptionnel, bon, mais alors pour le coup, lui, son plat avait l'air très cool, et j'aimais bien cette idée de mettre un peu de la mûre et tout machin. Mais je sentais les sous-bois, bon, je sentais pas comme l'assiette de Thomas, mais je sentais les sous-bois de loin, et ça me parlait. Moi, j'aurais bien goûté son plat. Vous aussi, messieurs, qui aurait bien tapé dedans? Visuellement, moi, en tout cas, c'était top. Volontiers, hein. Ah, bah alors, vas-y, Raphaël. Non, mais visuellement, c'était top, hein. Je trouve que ça donnait envie. Alors, moi, voilà, après la poire, vous apprendrez que je suis vraiment pas fan des champignons. Donc, je suis pas sûr, j'aurais pas tapé dedans, mais visuellement, je trouve que ça a attiré l'œil, assurément. Clément? Après, moi, j'ai trouvé que la mûre était pas spécialement originale. Bon, c'est vrai que c'est le domaine du sous-bois, mais du coup, c'était vraiment que le sous-bois. Et moi, mon vrai bémol vis-à-vis de ce plat, c'est son nom.
parce qu'on a eu le droit à tous les jeux de mots pourris les de Michel trompettes Saran, de la vie dans la forêt, et les trompettes de la vie, c'est bien un nom de plat qu'aurait pu sortir David l'année dernière. Ouh, attention, on sent un petit peu de ressenti pour notre champion en titre, mais c'est pas grave, tu es en terrain ami ici, si tu commences à partir là-dessus. Non, moi je sais pas, je trouvais ça rigolo pour le coup le nom. À côté, Charline qui hérite de la Morille blonde. Alors là, je vais pas vous mentir, je savais même pas ce que c'était. Manifestement, ça avait l'air compliqué et elle s'en sort hyper bien. Elle est comme Mathias d'ailleurs dans les 3 plats retenus, enfin en tout cas disons les 3 qu'on retenu le plus l'attention des chefs, même s'ils ont eu l'air de retenir tout le monde. Et Charline qui fait une épreuve plus que décente comme Mathias. Après d'ailleurs Clément, une finale en première émission, c'est une semaine, on va en parler après de toute façon, mais jusque là plutôt réussi pour les Bleus. Oui, les Bleus, là ça fait quand même quelques épreuves qu'ils gagnaient. Bon, cette semaine on en reparlera, on reviendra à la fin, ça Oui, leur a moins souri. tout le monde le sait. Mais là bon, c'est voilà. quand même pour l'équipe en tout cas, c'est un très très bon résultat. Et donc elle fait ses morilles blondes, je me souviens plus de la tronche du plat, j'essaie de le rechercher en même temps, mais voilà. Agrumes, non? Ah oui, c'est ça, si. Avec des Oui, agrumes et un caramel, un petit caramel orange qui avait l'air fort sympathique quand même. Hein. Ouais, ce caramel orange, c'est vrai que ça, moi, ça m'a donné envie. Ça y est, j'ai retrouvé les différents plats. Donc et voilà, et manifestement, elle a réussi son plat et la cuisson qui avait l'air assez difficile. Sarah qui fait sa première épreuve vraiment avec les violets, puisque la carotte, elle est partie. J'allais faire une blague douteuse avec la carotte, mais elle est partie tout de suite sur la première épreuve. Sarah qui a la girole, et moi c'est là où je trouvais que du coup il y avait peut-être un déséquilibre, c'est que la girole c'est quand même un champignon qui est facile et qui est assez bon à travailler de différentes manières. Donc, moi je trouve ça plus simple pour elle. D'ailleurs elle gagne, ce qui m'a pas surpris, mais elle l'a bien fait. Son idée est bonne. Moi le fait de les tremper là dans le caramel comme ça là, je sais pas vous, mais ça moi ça me donnait une envie là. Ouh là là, j'avais très très envie de goûter ça. Clément, la girole, ça te parle? Déjà, juste pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est plus facile à travailler, mais justement, du coup, il y a plus de chances de tomber sur un truc que les chefs ont déjà fait, et du coup, de taper un peu dans le déjà vu. Mais oui, moi, ça m'a donné très envie, et surtout, niveau esthétique, j'ai trouvé le plat assez impressionnant, avec la disposition des girolles sur la galette de sarrasin. Et il y avait quoi? Elle fait avec ça une petite purée de fruits, des girolles au caramel, donc agrumes, et la brochette de girolles. Enfin ouais, moi je trouvais qu'il y avait eu D'ailleurs on en a pas trop parlé, c'est bizarre ça. La brochette, je crois même pas qu'il l'ait mentionné, Raph, les deux chefs, la brochette de Sarah, je sais pas souvenir. Non, c'est vrai que j'ai même pas souvenir de l'avoir disposé dans l'assiette à la fin. Ouais, moi non plus. J'ai juste en tête la tarte. Est-ce qu'elle sera au menu? C'est ça qu'il faut voir. Belle épreuve de Sarah en tout cas. Ça matchait bien aussi avec Paul Perret. Hein. Je trouvais qu'on sentait qu'il l'amenait effectivement, comme elle dit, sur peut-être un terrain un peu plus créatif que d'Arrose ou peut-être. Ah bon? Pardon, excusez-moi. Ça va, je rigole. Pardon, je ne t'interromps pas. Donc, en tout cas, ça commence bien pour elle, clairement. Non, un très beau plat. Il y a rien à redire sur son assiette. Donc, vous le savez, c'est elle qui remporte cette épreuve-là. Les autres, parce qu'il y a quand même eu... donc voilà, ça c'était les 3 qui ont été retenus un peu au-dessus des autres, mais de la dégustation et des dires des chefs Marcon à ce moment-là, les 3 autres ont quand même fait une très belle épreuve. Baptiste, toujours dans la provocation et la surprise, mais je trouve que ça lui va bien, et on le voit aussi en dernière chance, se lance sur une omelette. Une omelette aux champignons, et c'est vrai que c'est rigolo comme idée, et tout de suite tu vois que les chefs ils disent ah ouais, ça c'est pas mal, et ce coup de faire le lactaire, bon ça aussi c'est un champignon qui est pas facile, avec aussi un caramel aux champignons, des fruits de la passion et les jaunes d'œufs au sucre, ça c'est, enfin ouais, ça aussi tout avait l'air trop bon, j'avoue, moi je suis client du champignon, vous l'avez compris, mais cette assiette là, et elle avait l'air de marcher, et Raphaël, Baptiste qui se cantonne un peu à ce rôle de provocateur et de surprise, mais qui fonctionne, ça a l'air d'être un peu son passe-partout pour l'instant. Ouais, clairement, c'est l'original, on va dire, de cette saison. Clairement, le parti pris de l'omelette en dessert, c'était assez fun à voir, surtout quand il l'annonce à Paul Perret, en mode je vais faire une omelette aux champignons. Là, tu dis ok, bon, pourquoi pas, Baptiste, vas-y. Et au final, il s'en sort. Donc, il gagne pas cette épreuve. Et du fait de la victoire de Sarah, on y reviendra après, il se retrouve mécaniquement en dernière chance.
Mais ça montre quand même qu'à mon sens, il a ce qu'il faut pour continuer à aller loin dans ce concours, avec cette touche de créativité qui le démarque a priori de beaucoup des autres candidats de cette saison. Forcément, Clément, on pense à Paul Perret, on pense à un original, nos yeux scintillent et ont une petite larme émue à la pensée d'Adrien, mais on est d'accord que Baptiste est encore très loin du king de la saison dernière. Ah bah forcément, après on peut être très bon dans sa catégorie, il y aura forcément quelqu'un au-dessus, mais je trouve que ça lui va plutôt bien, Baptiste qui a révélé ce côté vraiment créatif depuis qu'il s'est un peu porté volontaire en dernière chance, d'ailleurs qui a gagné je pense énormément en sympathie depuis ce moment-là, et même si parfois je trouve qu'il a un peu tendance à trop vouloir jouer l'original, à faire un peu trop forcer, à mettre différentes choses, là j'ai trouvé le coup de l'omelette aux champignons très intelligent parce qu'on a déjà un aliment qu'on s'attend pas à voir en dessert. Alors là, il va encore plus loin en faisant une deuxième option qu'on n'a aussi pas l'habitude de voir en dessert. Donc moi, j'ai été assez conquis et aussi par son visuel que j'ai trouvé très beau. Ouais. Et c'était, tu vois, ça avait l'air simple. Très souvent, les plats qu'ils envoient les candidats, c'est très beau, c'est très travaillé, c'est plein de trucs, mais je sais pas comment le manger, quoi. On t'envoie ça. Moi, là, typiquement, le plat de Sarah, je vois ça, je fais putain, mais attends, tu coupes où? Tu fais comment pour manger le truc? Là, c'était simple, c'était ton omelette, tu coupes en 4. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait les chefs, tac, tac, 4 morceaux, chacun sur deux. Non, c'était top, j'ai trouvé ça bien. Après, j'espère juste que Baptiste va pas un jour se faire piéger à vouloir en faire trop et du coup à sortir, à être hors sujet et à se faire coincer par ça parce que pour l'instant ça tient. Espérons que ça continue comme ça. Moi j'espère en tout cas qu'il arrive au moins jusqu'au quart de finale où là on pourra rigoler. Et les deux jaunes. Donc les deux jaunes, Arnaud il avait le cep et là c'est quand même terrible que Arnaud avec le cep il finisse pas dernier, mais bon, c'est des très fortes éloges qu'ont donné les chefs. C'est peut-être celui qu'on a eu le moins. Donc, dans ma tête, il est peut-être un peu dernier. Voilà, donc lui, il a fait cèpe rôti au caramel noisette, un crumble de cèpe, une gelée de cèpe brûlée au cacao et le crémeux chocolat noir. Voilà, effectivement, beaucoup de choses. Mais Raphaël, je sais pas si t'es d'accord avec moi, les chefs ont été un tout petit peu moins enthousiastes sur ce plat-là. Ouais, je pense qu'ils ont été un petit peu moins enthousiastes parce que l'association champignon-chocolat est déjà connue, on va dire ça comme ça. J'irais peut-être pas jusqu'à classique, hein, mais c'est quelque chose qui se fait. Donc forcément, peut-être que par rapport aux autres qui ont sorti sirop d'érable, en omelette, en caramel, agrumes, voilà, ils se sont sans doute sentis un peu plus déjà en terrain connu. Et donc forcément, comparé aux autres, ça ressortait moins bien. Donc c'est pas étonnant qu'ils passent pas sur cette épreuve. En tout cas, on n'est pas surpris au moment de la décision des chefs. Non. Clément, quel va être le prochain personnage joué par Arnaud? Puisque d'abord on a le provocateur avec les toilettes, après on a le petit-fils de boulanger, là on a Robin des Bois. J'ai l'impression que chaque semaine il vient. Après, il y a eu aussi le documentaire Arte, le scientifique des volcans. Enfin, toutes les semaines il y a un truc avec lui, quoi. Déjà très déçu puisque j'ai trouvé que c'était un épisode où il y avait un potentiel de blague déplacée qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas fait. Donc ça c'était une première source de déception et c'est vrai que pour revenir sur ce que disait Raphaël, l'association a été un peu classique et aussi le crumble de champignons, ça reste, je pense que c'est un dessert tellement évident que les chefs l'avaient déjà tenté. Ah ouais, j'avoue que j'y ai jamais pensé, mais je suis chaud, hein. Non mais le principe du crumble plus que le crumble au champignon. Ouais, peut-être, effectivement. Non mais bon, voilà. Et dernier plat, et alors là, moi c'est ma déception, mais évidemment, bien sûr, parce qu'on est tous fans de Thomas ici, avec la chanterelle, qui est un bon champignon aussi, et qui, et alors là, il a fait cuire, ça m'a fait hurler de rire, quand il va chercher sa mousse sur les arbres, quand il casse ses pommes de pin pour les foutre dans le truc, il met des petites branches. Enfin, c'est génial. Thomas, c'est un artiste, on le sait. Et là, ce mode de cuisson pour faire ces chanterelles au sirop d'érable avec crème pâtissière aux chanterelles et la tuile, mais c'est génial. Et d'ailleurs, j'ai vraiment cru qu'il avait sa chance puisque le fils Marcon dit c'est une super idée, chanterelle sirop d'érable, je vais la piquer. Je dis, bah si tu la piques, mets la carte de ton restaurant. Non, il rajoute même à noir. Ah bon? C'est pas lui qui dit ça? Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, dans le plat de Thomas, il rajoute de l'ail noir et c'est le mélange. Ah oui, l'ail noir, oui. Qui fait
qui fait tiquer le chef Marcon. Tu as raison, et c'est parce que j'ai la liste des plats sortis sous les yeux, mais on ne mentionne pas l'ail noir, et effectivement, tu me le rappelles et tu fais bien. C'est vrai que c'est ce moment-là qu'effectivement, il se dit, mais je vais le piquer l'idée, et donc, à ce moment-là, moi je me dis, bon, c'est bon, c'est dans la poche pour Thomas, super idée. Voilà, c'est pas le cas, mais Clément, ce plat-là, comme tout ce que fait Thomas, c'est réussi. Ouais. Bon, en tout cas, encore une fois, on voit que c'était une épreuve très rentable pour les deux chefs, puisqu'ils sont encore réussis à partir avec une nouvelle idée. Et je trouve que, d'ailleurs, on parlait de l'original. Je trouve que Thomas est aussi un peu dans le même rôle. Il va courir dans la forêt chercher sa pomme de pin. Il y a un côté vraiment créatif, parfois peut-être un peu forcé, mais qui est, en tout cas, qui marche très bien, je trouve, à la télé, qui fait le show, et son plat avait l'air délicieux. Raphaël, même question. Oui, écoute, ça avait l'air, ça avait l'air très bien. J'ai aussi cru qu'il avait ses chances. Après, c'est dur, hein, quand on goûte pas, c'est toujours pareil. Quand on goûte pas, c'est dur de faire la différence. Mais non. En fait, vu tous les éloges qu'il y a eu sur l'ensemble des plats, tu vois, c'est ces trois-là qu'ils ont choisis. Ça aurait été les trois autres. En dehors d'Arnaud, peut-être, j'aurais pas été très étonné non plus, quoi. Mais de manière générale, et je crois que c'est toi qui as dit ça, Raphaël, sur notre chat de rédaction, que c'était peut-être une des épreuves les plus relevées cette saison, et qu'on voit que le niveau commence vraiment à se resserrer, parce que là t'en as 6 qui auraient pu, 5 qui auraient pu sans sourciller être nommés gagnants de cette épreuve-là, non ? On pourra y revenir plus tard. Je pense que ça sera dans une autre des chroniques de cette émission. Très bien, on ne spoil pas. Mais je maintiens. Bon, du coup, on ne spoil pas, on va enchaîner sur la dernière chance. Donc, dernière chance, mathématiquement, on est obligé d'envoyer Baptiste, puisque Sarah est qualifiée pour la semaine suivante. Paul Perret, c'est bon. Michel Saran choisit entre Arnaud et Thomas, et Thomas, il l'a pas dit comme ça, mais Thomas n'y ayant jamais été, Clément, c'était logique de l'envoyer. Arnaud en avait déjà fait 2. Oui, totalement. Même si, et puis je trouve qu'il joue pas spécialement la sécurité, puisqu'il envoie son meilleur cuisinier là-bas, donc il garde les meilleures chances de garder sa brigade, pas au complet, mais en tout cas avec ce qui lui reste. C'est un débat qu'on a souvent depuis le début de l'année, mais toi, t'es plutôt team envoyer le meilleur pour être sûr qu'il revienne, et plutôt que envoyer le moins bon, parce que de toute façon, tu risques de perdre ton meilleur sinon. Alors ça dépend. Je pense qu'au début de l'émission, faut plutôt envoyer ses moins bons. Là, à ce stade de l'émission, et je pense qu'on va revenir sur le cas de Charline, je pense que c'est plus stratégique d'envoyer son meilleur. Et donc, en l'occurrence, c'est Charline qui va pour la brigade Etchebest. Charline qui avait déjà fait une dernière chance, qui s'était très mal passée, mais qui avait réussi à surpasser Pierre et son siphon de l'enfer. On embrasse Pierre, hein, on va y revenir très vite. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans les interviews que je lis d'elle depuis hier soir, elle dit j'avais quand même réussi à éliminer un grand candidat comme Pierre. Attention, meuf, ton plat il était raté. Hein. C'est juste que Pierre il s'est complètement ramassé. Mais souvenez-vous, il nous racontait à l'époque, Pierre, dans le podcast, que Charline elle sortait en pleurs de la dégustation des chefs. C'est voilà. Et donc le thème c'est le poireau. Thomas qui nous fait un plat poireau braisé, sauce mousseline fumée, huile de poireau, huîtres, croûtons de pain, citron confit. Très visuel, très graphique. Moi j'ai trouvé ça incroyable. Et Baptiste qui nous fait alors des poireaux rôtis, vinaigrette, persil, coriandre, citron, et un ceviche de poireaux. Décidément ça lui réussit, les ceviches en dernière chance, et ce fameux triple jus tranché. Et c'est peut-être ça sur quoi on va pouvoir revenir tout de suite, messieurs. C'est j'ai adoré parce on apporte le plat, tout le monde dit c'est pas mal, il y a du boulot, mais c'est pas incroyable. Et là Stéphane dit il faut verser la sauce, et au moment où il se verse la sauce, les quatre font genre waouh, ah ouais, là ça balance. Clément, est-ce que à ce moment-là on sait que Baptiste il va passer? Après on s'en doutait forcément un peu. Bon, je te trouve un peu dur avec Charline, mais c'est vrai que c'est la plus jeune. Là ça paraissait compliqué qu'elle s'en sorte. Moi je suis quand même un petit peu déçu sur le plat de Baptiste, parce que c'est vrai qu'il y a quand on rajoute le verre, ça fait quelque chose de très joli, mais son espèce de montage au milieu, je le trouve vraiment pas du tout lisible. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu le genre de plat où on ne sait pas vraiment par où commencer.
Ouais, ça je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça rendit quelque chose comme ça à ce moment-là. Mais bon, moi je trouve qu'il est fort sur le fait de surprendre et de changer, de faire changer d'avis aux gens. Comme ça, ils réalisent que c'est un bon plat. C'est assez stratégique, assez fin en stratégie. Et il y a le plat de Charline qui arrive. Et le plat de Charline, c'était un poireau poché aux épices. Et on me dit poireau crayon au barbecue, vin rouge aux agrumes. Et alors, cette sauce vin rouge, elle a eu l'air de prendre un peu le pas. Mais surtout, Raphaël, moi, quand le plat arrive, je me dis, ah ouais, quand même, à côté des deux autres qui ont fait un truc énorme. Hélène, d'ailleurs, Hélène qui dit, j'ai un peu peur. Ouais, alors, c'est sûr que c'est pas un pitivier, Hélène, t'auras peut-être un peu faim à la fin du truc. Mais tout de suite, il y a un truc sur le visuel, je me suis dit, ça va pas être facile pour Charline. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ah non, c'est sûr, ça se voyait que ça allait pas être facile parce que comme tu dis, on avait presque besoin de zoomer sur la télé pour être sûr de bien voir où était le poireau dans l'assiette, tellement elle a fait la petite erreur de pas en mettre assez, de pas mettre plus de matière comme ils disent. Après, tu vois et c'est dommage pour elle hein, parce que moi, contrairement à vous peut-être, je trouvais pas le truc de Baptiste particulièrement incroyable et je suis ça me paraît pas fou. En plus, quand tu vois les critiques derrière où ils parlent tous de l'acidité qui revient, je me dis que si Charline met plus de poireaux, on n'est pas là, comment dire, pas loin d'une surprise que Charline. Enfin, ça aurait pas été étonnant que Charline puisse sortir Baptiste là-dessus, tu vois. Alors, je suis content que tu en parles parce que justement, au moment où ils disent tous. C'est un peu acide, c'est machin. Paul Perret il dit moi j'ai trouvé ça super bon, je suis pas d'accord avec vous machin. C'est un truc que j'ai vu pas mal revenir depuis hier soir. Est-ce que on arrive à un moment où on n'a pas un peu deviné aussi qui avait fait quel plat? Parce que le premier truc très graphique, machin, ok, bon, pourquoi pas Thomas. Le deuxième truc un peu bossé, surprenant, machin, ok, Baptiste. Et là, on voit le troisième qui forcément jure un petit peu, en tout cas, disons, a l'air un peu moins élaboré en visuel et en termes de technique peut-être. C'est peut-être Charline. Est-ce que Clément, tu penses que ça a pu jouer et que du coup, ils ont un peu deviné les plats qui avait fait quoi? Alors oui, ça doit jouer un peu. Après, la dernière chance, ça reste une épreuve particulière. Et on a vu des très bons cuisiniers, hein, comme typiquement Pierre ou Bruno, se ramener à des choses très simples. Du coup, je pense que sur l'épreuve de la dernière chance, il y a quand même ils font toute une gamme de leur cuisine qui peuvent aller d'un extrême à l'autre. Donc, je pense que c'est pas si simple que ça à pronostiquer, surtout quand il y en a trois. Mais les trois d'hier, en l'occurrence, parce que c'est sur ceux-là, hein, moi hier je trouvais que ça se voyait, mais parce que c'est facile depuis ta télé, hein, et que peut-être voilà ça aurait pu influencer. Et c'est vrai que quand Paul Perret dit non, moi je trouve ça très bon, je me dis attends, est-ce qu'il aurait pas capté que c'est le plat de Baptiste et du coup il essaye de défendre son poulain, voilà. Raphaël, je sais pas si t'as eu cette impression-là, mais moi je me suis dit peut-être qu'ils savent et que du coup ils défendent un peu leur carte. Ouais, c'est vrai que j'ai eu aussi cette impression-là. Après, je serais pas étonné effectivement que quand même après plusieurs semaines, ils arrivent, ils commencent à un peu sentir qui fait quoi, et notamment par rapport au profil. Et c'est vrai que là, je pense, enfin bon, c'est toujours facile à dire nous là depuis le canapé en le sachant, mais je suis persuadé que ils savaient tous que le premier plat c'était celui de Thomas, tu vois. J'en reste convaincu du point de vue quand Perret dit que c'est très pictural. Enfin, je sais pas, je trouve qu'ils réutilisent un vocable qu'ils ont eu l'habitude d'utiliser toute la saison pour Thomas et ça laisse penser qu'ils ont une idée. Après, c'est pas pour autant, je pense qu'ils restent pro, tu vois, et que c'est pas pour autant que ça influe forcément leur avis au final de reconnaître, parce que reconnais le plat de ton candidat, c'est bien, mais s'il est raté, il y a un moment, face aux trois autres qui défendent aussi potentiellement leur poulain, c'est pas suffisant pour le passer. Donc, bon. Non, mais c'est vrai et bon voilà, et la prod fait peut-être un peu aussi exprès de te montrer que tel chef a dit ça pour te le faire croire. Ça se trouve ils ont tous les quatre dit la même chose, mais on voit que Perret qui le dit. Et bon voilà, c'est peut-être le cas aussi. Donc malheureusement c'est Charline qui quitte le concours sur cette dernière épreuve. Charline qui évidemment après bon, ils sont jamais très virulents envers les candidats qui partent, hein, ils sont toujours bienveillant et c'est normal, mais voilà, j'ai trouvé gentil et sans doute vrai, hein, sincère ce qu'a dit Etchebest pour elle, mais ça on va en reparler aussi tout à l'heure. Voilà, bravo à Charline en tout cas d'avoir réussi jusqu'ici.
Et c'est ça, faut quand même rappeler, elle a 18 ans, tu vois, elle gagne Objectif Top Chef, elle fait moitié de parcours dans Top Chef, elle fait 2-3 épreuves où elle est quand même félicitée par des chefs 3 étoiles, multi-étoilés. À 18 ans, je sais pas si vous vous souvenez ce que vous faisiez en cuisine à 18 ans, mais c'est assez incroyable, hein, je veux dire. Et puis, il faut reconnaître qu'en plus, pour quelqu'un qui n'avait pas forcément une énorme confiance en elle, elle n'a pas été mise dans la brigade la plus facile avec un chef qui était déjà plutôt expérimenté. Et on l'a vu quand même prendre en assurance au fur et à mesure des épreuves, et surtout sur les épreuves solo, elle a pu un peu exprimer son plein potentiel. Oui, et d'ailleurs c'est souvent sur les épreuves où elle n'était pas avec Mathias, donc soit en solo, soit avec Bruno, que je trouvais qu'elle s'en sortait le mieux, puisque en fait elle arrivait à imposer, enfin du coup elle imposait rien, elle le faisait, les trucs qu'elle sentait, et elle a toujours eu un bon feeling sur là il y a trop de trucs, là il y en a pas assez, elle était toujours juste, et là où les autres étaient un peu enfermés. Elle qui trouve le pamplemousse. Voilà, elle trouve le pamplemousse. Donc vraiment il y avait du temps, mais je vous dis, on va revenir sur Shaline, promis. On finit juste le débrief d'hier par la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a une première épreuve. Si, avec un chef. Attends, je le vois, qui fait. Si, du street food, ça y est, du street food. Et il me faut toujours un peu de. Une épreuve pour Thomas. Ouais, une épreuve pour Thomas. Et alors attendez, si par contre, parce qu'on nous a montré Mohamed qui faisait un kebab d'ananas. Alors moi, moi c'est une hérésie pour moi, hein, mais bon, voilà. D'ailleurs, en parlant de Mohamed, on a quand même oublié d'évoquer dans la première épreuve sa proposition du gant en latex pour faire cuire le riz de veau. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce truc de savoir dans quoi c'était cuit. On avait bien rigolé, ils ont tous tenté. Mais bon, ouais, j'aurais bien aimé les voir faire le gant en latex du coup. Ouais, moi aussi. Ouais. Et la tête de Chloé quand il revient avec le gant en latex. Oui. Ouais. C'est vrai qu'elle. D'ailleurs, ils la font pas. Il y a juste un plan sur elle d'une seconde en face cam, en genre avec les yeux écarquillés. Quoi ? Comment ? Il est fou. Mais oui, donc très rigolo effectivement. Mais en fait, c'est vrai qu'on en parle moins de ces rouges là, puisque on les voit que sur une seule épreuve à deux, et du coup, c'est difficile de se rendre un peu compte. Donc là, la semaine prochaine, je suis content qu'ils fassent. J'ai l'impression que c'est une épreuve un peu individuelle, donc on va pouvoir vraiment reparler de tout ça. Donc première épreuve avec un chef dont j'ai oublié le nom, mais on le retrouvera, hein, de street food. Ah non, demain. Non. Pardon, c'est moi. Ça c'est celui d'aujourd'hui. Et alors deuxième épreuve dont j'ai oublié le thème, mais surtout deuxième épreuve dans laquelle reviennent les anciens candidats. Et là, c'est le qui peut prendre la place en gros. Enfin, vous ne l'entendez pas, mais j'ai mis la musique de Star Wars. Pierre est de retour. Ah oui. Pierre, il est là. On le savait qu'il reviendrait. Enfin, on le savait pas, mais on s'était fait un peu teaser. On espérait tous qu'il reviendrait. Pierre et Bruno, en l'occurrence, tous les deux. C'est bizarre qu'il n'y en ait que deux d'ailleurs. Non, il n'y en a pas plus d'habitude. 3 max, hein. Bah, je crois qu'il y en a 3 d'habitude, ouais. Mais bon, je sais pas, quand j'en ai vu que 2, je me suis dit, bon. Et pourquoi eux plus que. Bon, je sais pas. Bref. Mais je ne vais pas bouder mon plaisir. Je pense pas que vous non plus. Bruno et Pierre qui auront la possibilité de revenir. Et ça va être un peu. On finit nos. Enfin, on fait nos trucs, et à la fin, on réintègre au fur et à mesure des brigades. Donc, est-ce que ça veut dire que ceux qui sont en place et qui regagneraient pourraient changer de brigade aussi ? J'ai pas très bien compris. Mais, de toute façon, il y a toujours un gros turnover sur la fin. Voilà, mais moi je rêve d'un monde où Pierre réintègre le concours et va avec Philippe Etchebest et gagne. Ouf, ça serait incroyable. Je suis pas très fan de ce format, moi. Parce qu'il y a quand même, je trouve ça, surtout quand tu vois Charline qui vient de se faire éliminer, bah ok, peut-être qu'elle avait pas fait un bon plat en dernière chance, mais Pierre il avait qu'à pas se rater non plus, quoi. Oui. Donc je trouve ça un peu injuste, surtout qu'on sait que c'est pas non plus étonnant que ce soit Pierre et Bruno qui reviennent, parce qu'ils ont été sur les épreuves autres que la dernière chance, ils ont été excellents, ils ont quand même un bon profil pour aller au bout. Mais il y a un petit côté injustice. Non, mais je suis d'accord. Et tu vois, même d'autres candidats, hein, Pauline, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit d'essayer de revenir non plus c'est bon. Pourquoi Mathieu, pourquoi Mathieu il peut pas revenir ? Putain, Mathieu, c'était mon chouchou. Vas-y, Raphaël. Non, mais c'est vrai que c'est un peu le truc. Faudrait qu'on arrive à savoir de la part de M6 comment sont choisis ces candidats qui peuvent revenir. Est-ce que là, en période Covid, ils ont décidé d'en faire moins revenir ou pas ? Comment ils les choisissent ? Parce que, et je pense que c'est, moi je vous le dis, ça sera déjà mon flop de la semaine prochaine, mais je rejoins ce que dit Clément. Moi, ça m'embête un peu. T'es éliminé d'un concours, tu peux revenir, alors que d'autres ont été éliminés après toi. Bon,
T'as passé 3 semaines au chaud, pendant que les autres se faisaient virer, tu reviens. Ouais. Après, moi, voilà, je suis pas objectif, puisque comme c'est Pierre, je suis trop content. Mais je comprends ce que vous dites, et effectivement, j'espère, écoutez, on aura sans doute d'autres invités à l'avenir, peut-être qu'on aura droit de savoir, je sais pas, je l'espère, en tout cas, on vous tiendra évidemment informé de tout ça. Messieurs, voilà pour notre débrief d'hier soir, on se remet un petit jingle, et on enchaîne avec les flops et les tops. Samuel, c'est le patriarche de la saison, c'est le plus sage. Moi, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con. Allez, dernière minute. Je te demande pas on fait un enfant, non, je te demande est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas? Messieurs, c'est l'heure de se mouiller les flops et les tops de cette émission de mercredi. On va commencer par les flops, bien sûr, puisque nous finirons par le positif. Clément, c'est ta première, c'est toi qui commence. Quel est ton flop ? Alors, mon flop, c'est pas de la cuisine, c'était tous les jeux de mots bien pourris qu'on a eu à la chasse aux champignons, notamment la trompette de la vie qui, moi, m'a failli m'arracher une larme. Et surtout, et en plus, un épisode avec le poireau, la carotte et les champignons et aucun jeu de mots d'Arnaud. Je trouve qu'on a été 100% perdant hier soir. Donc les jeux de mots, mais pas les bons, quoi. Exactement. Très bien, je comprends tout à fait. Raphaël, ton flop ? Mon flop, en y réfléchissant à nouveau et après nos moultes échanges sur cette première épreuve, je pense qu'effectivement c'était son format. Autant l'idée, Glenviel et la recette, tout ça c'était cool, mais ce format d'éliminer par ingrédient presque les candidats, je trouvais que ça avait un peu cassé la dynamique et ça paraissait très long en plus du coup comme épreuve, oui. Je trouve. Enfin, elle m'a semblé un peu interminable. Donc bon. Peut-être à revoir. Surtout qu'il y a une pub au milieu, donc ça rallonge vachement l'épreuve. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, mon flop, je voulais un peu spoiler depuis tout à l'heure, c'est nous, en tout cas moi, mais bon, je pense que je suis pas le seul, sur Charline. C'est vrai que depuis le début du concours, on a été critique envers Charline, on l'a souvent mise bas dans nos classements, et malgré les différents succès ou succès partagés qu'elle a pu avoir, ouais, c'est vrai que bon voilà, comme elle souffrait un peu de la comparaison avec d'autres candidats qui avaient l'air très très à l'aise et très forts et tout ce que tu veux, peut-être qu'on l'a sous-estimée, et je m'en suis rendu compte hier quand ils ont rappelé effectivement qu'elle a que 18 ans et tout ça, et que je voyais plein de tweets passer genre moi à 18 ans je zonais en bas de chez moi avec mes potes et je jouais à la PlayStation, et j'ai un petit frère qui a 18 ans et je me dis mais attends, mais ce con là dans Top Chef, non, impossible, mais je l'embrasse, et donc ouais, en fait je me rends compte que vraiment ce qu'elle a fait c'est très très fort, très solide, que les gagnants de l'objectif Top Chef, je sais pas, je vais pas checker les chiffres, mais je pense pas qu'ils aillent très loin dans le concours à chaque fois, je revérifierai, mais voilà, c'est la troisième saison là, Gratien l'an dernier il avait été un peu plus loin, mais Gratien il était plus âgé, ouais. Gratien est éliminé à peu près au même moment, parce qu'il est éliminé au moment où c'est l'épreuve qui peut prendre la place. En gros, il y a ce turnover avec le retour des anciens candidats, donc il est éliminé à peu près dans la même zone. Et Gratien, l'année d'avant, je crois que c'est... Il fait pas un commis dans la guerre des restos à un moment, parce qu'il y a toujours des anciens candidats qui font commis. Et il me semble qu'il fait commis du resto de Maury et Martin. Bon, c'est qu'il y a un raté sans nom, mais voilà. Donc effectivement, voilà. En tout cas, je fais mon mea culpa et j'enjoins les autres membres de cette rédaction qui étaient de mon avis, qui feront s'ils veulent, à reconnaître que ce qu'a fait Charline était quand même très fort et mérite toute notre admiration. Donc voilà, bravo à elle. Le top, messieurs. Clément, quel est ton top ? Alors moi, ce sera Sarah, pour lequel... Alors, au début de saison, je n'étais pas très convaincu, notamment après l'épisode avec Mohamed et la salade de 40 légumes, où elle voulait en mettre que 2. Mais elle a pris vraiment confiance, et techniquement, elle est de plus en plus solide, je trouve. Et ça fait aussi plaisir d'avoir, en plus de elle et Chloé, d'avoir vraiment 2 cuisinières qui ont des chances d'aller très loin dans l'émission. Ouais, c'est effectivement une belle progression pour elle. Raphaël, quel est ton top ? Écoute, mon top, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais je me souviens que dans le dernier épisode, Thomas vous disait qu'il avait senti que le niveau montait, donc l'épisode précédent, un peu au moment de cette épreuve de la cuisson instantanée des aliments.
Moi, je trouve que là, ça a été particulièrement remarquable dans cet épisode, vraiment le montée de niveau des candidats, et notamment sur cette épreuve des champignons où toutes les assiettes ont l'air absolument top visuellement, techniquement, en termes d'idées, tout ça. Enfin, Ouais. et il suffit de voir les commentaires des chefs, mais du coup, effectivement, je trouve que le niveau monte et c'est très bien parce que c'est un début de saison qui pouvait paraître peut-être un peu moins bien que la saison dernière où on avait beaucoup de gros candidats avec des certains caractères, tout ça. Et là, je trouve que plus la saison passe, plus le niveau progresse, plus les candidats aussi sont cool à suivre. Et ce qui est génial, c'est que du coup, je trouve qu'on a quand même un concours assez homogène en termes de niveau. Ouais. Et il n'y a pas un favori total qui se dégage, quoi, à mon sens. Maintenant, les favoris, ils ont été éliminés au début. Ah le rageux, ça c'est fait. Non, mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça va se ressentir dans notre classement qu'on va évoquer juste ensuite. Moi, mon top, on en a parlé. Hein, c'est le chef Glenn Biel en tant que personnage de télévision. Je trouvais que vraiment, et voilà, il s'est fondu dans le moule. Il était à l'aise. Ce côté un peu taquin avec les candidats. Bien sûr, j'aurais préféré qu'il donne aucun indice. Un peu comme faisait Gagnère l'an dernier pendant la boîte noire, où en fait il regarde l'émission, il est même pas, il est pas en cuisine. Mais voilà, c'était rigolo aussi ce côté, il y a que lui qui est là et les chefs qui regardent au loin. Bon, pour le coup, il servait pas à grand chose, mais que lui soit un peu le maître à bord et ouais, j'ai trouvé qu'il était vachement bien dans son rôle. J'espère que effectivement la prod d'M6 a pensé comme nous et se dit qu'il pourrait faire un candidat crédible pour un futur poste de jury, même si je pense qu'aujourd'hui personne ne voudra trop lâcher sa place. Voilà pour nos flops et nos tops, messieurs, sans plus attendre, il est temps de passer à notre Power Ranking, à notre classement des candidats. Ils ne sont plus que 7. Et comme tu le disais si bien, Raphaël, aujourd'hui, ces 7 candidats ont presque tous un niveau fort et qu'on a bien du mal à classer. D'ailleurs, ça se voit, il y a quelques candidats qui sont assez proches dans nos classements respectifs. On part du bas. Aujourd'hui, le moins bon, malheureusement, c'est... attends, on part du bas ou du haut? Toi, tu pars du haut, du bas d'habitude, hein, Raphaël? Oui, c'est ça. Ouais, je pars du bas, mais... Non, mais c'est toi qui as raison. Donc le dernier, aujourd'hui, on a mis en 7ème Arnaud. Et alors Arnaud, non seulement il est 7ème de notre classement, messieurs, mais surtout, il est 7ème des classements de tout le monde. Donc il est en queue de peloton. Clément, est-ce que c'est parce qu'il est un peu moins fort que les autres, peut-être? Ah, moins fort, un peu moins créatif. On le voit, son duo marche bien avec Thomas, mais quand il est tout seul, ça patine un peu plus. Je suis pas forcément étonné de le voir 7e. Après, comme on l'a dit, c'est 7e d'un petit groupe d'élite, hein, donc c'est pas non plus, il n'y a pas de mal à ça. Mais oui, pour moi, il est légèrement en dessous du reste des brigades. Raphaël, et moi en fait je m'en suis rendu compte en le faisant que j'ai trouvé que tous les autres avaient progressé là où lui peut-être n'a pas eu de montée en puissance au fur et à mesure de l'émission, et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il est à cette place là. Oui, non, mais c'est logique, hein. On aime beaucoup Arnaud, c'est mon gars sûr du 93 avec ses belles forêts de Seine-Saint-Denis. Mais non, c'est mérité. Il n'a pas encore gagné d'épreuves en individuel, contrairement à tous les autres maintenant, il me semble, dans ce classement, qui ont eu un moment ou un autre la capacité de gagner une épreuve en individuel. Donc lui, c'est pas encore le cas. Et donc forcément, après, comme dit Clément, hein, il est 7e même d'un classement qui a commencé où ils étaient 12, voire 15. Donc tu vois... ça reste quand même très très honorable. Et je remonte les classements au fur et à mesure, messieurs. Il a toujours été autour de la 7e, 6e place, la 8e encore avant, 10e encore avant, mais quand il y avait beaucoup d'autres candidats. Donc il a toujours été... en fait, finalement, il est resté à cette place-là parce que les gens devant sont peut-être un peu plus forts. Et lui, voilà, a tenu son rang jusqu'à aujourd'hui. Donc maintenant, à partir de la semaine prochaine, à lui de réussir à, entre guillemets, faire sortir d'autres candidats. Bon, même s'il y en a qui vont revenir un peu la semaine prochaine. Mais voilà... une place qui nous semble assez logique. Au-dessus, c'est Chloé qui prend la 6e place. Moi, en fait, je suis un peu frustré avec Chloé parce que c'est ce que je disais. Elle gagne des épreuves en équipe et du coup, on la voit pas en solo et on a du mal à se rendre compte à quel point elle a vraiment progressé depuis le début de saison, je trouve, Raphaël. T'es un peu dur parce que mine de rien, elle gagne la semaine dernière sur l'épreuve du riz. Oui, avec un chef qu'elle connaissait, d'accord. Ouais, après, je suis pas sûr que ce soit la seule qui connaisse un moment. Enfin, bon, bref. Non, mais je suis de mauvaise foi, C'est un autre sujet. Après, moi, ça me choque pas qu'elle soit 6e, effectivement, parce que même si elle gagne ses épreuves, elle a gagné une épreuve en indiv et après, elle a gagné quelques épreuves collectives.
Mais de toute manière, on a toujours, et on le dit à chaque fois, hein, quand on fait ce classement, on a aussi un peu tendance à se projeter sur la suite et on a du mal à la voir plus haut parce que pour le moment, on a toujours cette crainte quand elle va être toute seule du dressage un peu foiré, du machin, qui va faire la différence avec les autres. Donc moi, ça ne me surprend pas. Elle peut être un peu plus haut, comme une sixième, elle peut être 4, 5, 6e à mon sens. Je trouve qu'il y a un groupe de 4, 5, 6 qui se valent à peu près. Donc bon, voilà. Clément, Chloé en 6, toi je vois que tu l'as mise 4e chez toi hein, quand même. Oui, mais après en 6, ça me choque pas non plus. Après, Chloé, elle fait partie de ces cuisiniers-cuisinières sur lesquels en fait j'ai un peu du mal à faire la différence entre ce que la prod nous montre et ce qu'ils montre vraiment. C'est-à-dire que Chloé, finalement, ses assiettes ont été. Elle a quand même réussi à gagner en solo, donc elle est techniquement très bonne. Mais je sais pas si c'est la manière dont c'est filmé, etc. On n'a pas l'impression que, ou peut-être les mauvais dressages, mais qu'elle est techniquement vraiment au niveau des autres. Non mais oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être que la prod joue un peu sur le truc que depuis le début, c'est pas les dressages les plus minutieux, on va dire, et que effectivement, on lui donne un peu cette étiquette pour que le téléspectateur moyen puisse l'identifier facilement. Ce sont des vrais trucs. Hein. Donc Chloé en 6, Sarah en 5, Sarah qui remonte, hein, qui avait fait une belle progression en semaine 4, qui avait fini 5e, qui était retombée un peu la semaine dernière et là qui reprend cette 5e place grâce à sa victoire notamment, même si en fait moi je l'ai mise à ce niveau là parce qu'elle rate la première épreuve avec Baptiste, hein, mais elle rate la première épreuve et même si elle a des belles réussites depuis le début, j'ai du mal à la voir très régulière comme ceux de devant elle, Clément. Oui, même impression. En tout cas, elle a vraiment un beau profil d'outsider avec une certaine montée en puissance. Mais c'est vrai que ça m'étonnerait pas que elle paraît quand même un peu moins expérimentée que les autres, et ça m'étonnerait pas que sur une épreuve ou sur une dernière chance, elle fasse un pas de côté et qu'elle se retrouve éliminée. Donc ça m'étonnerait pas qu'elle aille très loin, mais pour le coup, ça m'étonnerait pas non plus qu'elle puisse partir dès la semaine prochaine. Raphaël, elle peut sur une épreuve te faire sauter un favori comme perdre un peu de manière triste, quoi. Oui, ça peut être ça. Je rejoins Clément. Je trouve que l'idée que ça peut être une vraie outsider à la fin est vraiment bonne parce que elle a l'air d'avoir cette petite touche de créativité en plus par rapport à d'autres. Donc, elle pourrait faire une candidate surprise un peu, hein, comme il y a dans certaines saisons de Top Chef où des candidats se révèlent progressivement et montrent que oui, ils n'ont pas fait des grands palaces, mais ils ont quand même de la technique et du savoir-faire et que ça joue aussi. Donc 5e, comme je disais, hein, c'est un peu pour moi c'est aussi un peu le même avis que pour Chloé. D'ailleurs, je crois que dans nos classements en termes de points, ils sont très proches, le 4, 5, 6. Donc 5e, 4e, 6e, c'est à peu près pour moi le même groupe, on va dire. Donc bonne place pour le moment, mais je serais pas étonné qu'elle continue à monter dans les semaines à venir. Dites-moi si je suis fou, mais pour moi elle a un peu le profil de candidat, pas forcément de cuisinière, le profil de candidate d'un Mallory l'an dernier, tu vois, qu'on sous-estimait un peu, mais qui avait des vrais bons moments et qui a bien progressé et qui a su gagner au moment où il fallait et qui s'est retrouvé quand même en demi-finale. Voilà, moi c'est un peu à ça qu'elle me fait penser. Donc effectivement, si elle fait demi-finale, ce sera une très très belle performance de sa part et qui sera sans doute méritée. 4e, et vous l'avez dit, hein, c'est très serré entre Chloé 6, Sarah 5 et donc en 4e Mohamed pour nous, parce que voilà, les trois devant, d'ailleurs c'est marrant parce que les trois devant, ils sont tous premiers chez quelqu'un, et Mohamed, voilà, il est à chaque fois soit aux portes du podium, soit sur le podium de certains, et moi je l'ai même mis 3e parce que voilà, il y a encore une victoire en première épreuve, il a vraiment l'air sûr de lui, et ce côté d'avoir travaillé avec des grands chefs, on mentionne souvent Éric Fréchon, voilà, je crois qu'il a vraiment une sacrée expérience et un gros bagage technique avec lui. Il a la créativité, tu l'as dit souvent Raphaël, hein, c'est un peu dans la Brigade Rouge où il y avait Sarah et Chloé, il faisait un bon équilibre entre les deux, et moi je trouve qu'aujourd'hui il pourrait même être un tout petit peu au-dessus, même si bon, avec les trois devant c'est dur, mais Mohamed 4e place, Clément du coup c'est logique. Oui, je trouve qu'il lui manque quand même un vrai coup de cœur en solo. Donc oui, et un peu le même avis que pour Chloé, j'ai l'impression que techniquement c'est assez balèze, mais que c'est pas forcément mis en avant par la prod ou pas, hein, ou c'est juste qu'il est peut-être un peu en dessous, mais c'est vrai qu'il lui manque un vrai truc en solo très créatif qui fait coup de cœur auprès du jury.
T'as raison, et Raphaël, c'est ce que je vais te demander. Il lui manque une victoire solo pour monter dans ton podium, par exemple? Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'avais même hésité à le mettre un petit peu plus bas à cause de ça, justement, de ce manque de victoire en solo. Mais ce qui fait que je le laisse de mémoire 4e chez moi, ou peut-être 5e, c'est que malgré tout, son avantage, j'ai envie de dire, c'est sa régularité, en fait, à Mohamed. Certes, il n'a pas encore eu de coup de cœur cette saison, mais par contre, de mémoire, il n'a pas déçu. Enfin, il s'est pas raté une seule fois. Et je pense qu'en fait, c'est un candidat qui a peut-être pas le plafond le plus haut et qui a le plancher, j'ai envie de dire, un des meilleurs planchers, en fait. Il a l'air d'être toujours assez stable dans ses plats. Et du coup, je pense que c'est vraiment le genre de candidat qui peut être compliqué à éliminer en dernière chance si tu es à 3. Ouais. Parce que je pense qu'il sera jamais le dernier, en fait. Donc il peut avancer assez longtemps dans le concours comme ça. Et en fait, maintenant que j'y repense, les rouges, ils n'ont pas fait beaucoup de dernières chances. Lui en a fait une. Où il s'en sort. Première, quasiment, ouais. La toute première. Chloé en a fait une aussi où elle s'en sort. Sarah aussi, mais voilà, depuis 2 semaines, il n'y a plus de rouge en dernière chance puisqu'il gagne la première épreuve. Donc t'as raison, il a une régularité qui en tout cas fait que je le vois mal perdre une dernière chance face à tous les autres qui sont derrière lui. Après voilà, on a été surpris depuis le début de cette saison. Et donc notre podium, je vous les donne tous les 3 parce que ils sont assez proches. Déjà Mathias en 3, Baptiste en 2 et Thomas en 1. Mathias et Baptiste, ils sont à égalité sur nos classements. Donc j'ai mis Baptiste on a mis Baptiste en 2 puisque il a une meilleure médiane, moyenne, je sais pas comment vous appelez ça, mais bon, il a plus de places mieux placées que Mathias, vous avez compris, j'espère. Donc Mathias 3, Baptiste 2. Demander à Clément, c'est quand même le spécialiste des statistiques. C'est vrai, on va lui demander statisticien, exactement. Tu vas nous faire un petit truc automatique et tu nous expliqueras, tu nous expliqueras à quel point les étoiles font gagner des titres dans les de Top Chef. En plus, j'y ai pensé. Bon bah voilà. N'empêche que quand tu regardes David, une étoile gagnant, hein, voilà. Donc revenons à notre power ranking. Donc Mathias 3, Baptiste 2, Thomas 1. Moi j'ai mis Mathias en 1 parce que semaine après semaine, je trouve quand même qu'il est en train vraiment de s'imposer comme peut-être un des plus solides techniquement. Après, j'ai aucun problème à ce qu'il reste sur le podium en 3 et que Baptiste et Thomas soient devant lui, peut-être parce qu'ils sont un peu plus créatifs et ont malgré tout la technique qui leur permet de se démarquer. Thomas, de toute façon, c'est notre chouchou, Raphaël. Oui, c'est devenu un de nos chouchous par la force de Lucas Vola, j'ai envie de dire, à qui on fait un gros bisou. Non, mais ces 3-là, moi, je pense qu'on a vu chacun d'entre nous un peu des trios, des top 3 différents. Ça me surprend pas. Ils ont tous les 3 beaucoup de qualités. Je trouve que c'est les 3 candidats qui ressortent le plus là dans ceux qui restent et qui ont l'air d'être le plus armés pour aller en demi-finale ensemble. Je ne serais pas étonné que ce soit la composition de la demi-finale, hein, clairement. C'est vrai. Après, j'ai donné petit avantage à Thomas et à Baptiste de mémoire parce que dans Mathias cette en 2 saison, chez moi. Ah bah tu vois, comme quoi. En tout cas, je garde l'avantage à Thomas. Pour Thomas, peut-être pour le côté audace. On est la saison de l'audace, il a l'air un peu plus créatif et audacieux à ce niveau-là, donc ça pourrait l'aider. C'est pas immérité qu'il reste premier, mais bon, tout se défend à ce niveau-là. Hein. On n'est pas à la saison de la créativité. Si, la créativité sans limite. Ah ouais, l'audace c'était l'an dernier. Oui, on l'avait dit à la première émission. C'est pareil. L'année prochaine, ce sera l'initiative ou ce sera l'inventivité. Oui, ouais. Superbe. Toi, Clément, ton top 3, c'est Thomas, Baptiste, Mathias. C'est le classement final. Qu'est-ce qui fait que tu mets Baptiste au-dessus de Mathias ? Alors, pour moi, Mathias, je pense qu'il est le grand favori pour aller le plus loin. Mais je suis toujours un peu déçu. Dès le premier épisode, on nous présente un peu comme le Mbappé de la cuisine française. Et finalement, il lui manque un peu, par rapport à la créativité des autres, il est un peu, vraiment, je trouve, un peu à l'image de David l'année dernière. Il est plus standard. Il est techniquement, il est au-dessus de tout le monde et tout ça. Mais il me fait moins rêver et moins rigoler que Thomas et Baptiste, qui ont l'air plus dans leur monde. Ouais. Et qui me plaît un peu plus. Après,
je pense quand même que Mathias est vraiment le grand favori de cette édition. Je suis d'accord avec toi sur le côté un peu moins marrant, dans la mesure où même le personnage, le candidat, hein, nous sort un peu moins des trucs marrants. Alors, on est loin du Arnaud, hein, mais Baptiste, dans son genre, ça se place là, et Thomas aussi, il y a quelques trucs sympas, donc ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et tu vois, tu disais c'est le Mbappé, on rappelle que Lucas le compare à Pastore, hein, c'est celui qui est capable de briller par moment, mais seulement par moment. Donc voilà, effectivement, il faudra qu'on fasse à la fin de la saison un truc, qui est quel joueur de foot, on rigole bien. Mais je faisais la comparaison avec David, et je trouve que c'est assez juste, même dans la façon de on va dire, sur l'empathie qu'on peut avoir de lui, parce qu'il y a vraiment ce côté, il a déjà fait ses preuves, et du coup, il a un peu tout à perdre, et ces candidats-là, ils ont une pression qui les rend... quand ils gagnent, ok, c'est normal, c'était les favoris, et quand ils perdent, on est content de les voir perdre. C'est vrai que c'est très français, ça, hein, on aime bien les petits poussets, bien sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que... Mais alors, et encore, bon, je sais pas à quel point c'est le cas ou pas, mais c'est vrai que l'an dernier, la prod, on avait fait un peu des caisses sur David. Là, cette année, peut-être qu'ils ont un peu retenu la leçon. Je trouve que Mathias est peut-être un peu moins mis en avant aussi, mais bon, je trouvais qu'au début de saison, à chaque épisode, il y avait le petit laïus d'Etchebest pour rappeler son parcours. Ah bah attention, Etchebest il avait choisi avant l'émission, hein, clairement, il a dit attends, lui il va gagner, c'est sûr, il faut que je regagne cette année, c'est qui le meilleur, c'est lui, bon on y va. Enfin, moi c'est ce que je me dis, mais voilà. Donc on vous rappelle le classement de la rédaction de Micro-ondes après ces 6 émissions. Arnaud en 7, on va y arriver. Arnaud en 7, Chloé en 6, Sarah en 5, Mohamed en 4 et le trio de tête, Mathias, Baptiste et Thomas. Dans cet ordre, le numéro complémentaire, pas du tout. Voilà pour notre classement. Bien sûr, n'hésitez pas à réagir à celui-ci sur les réseaux sociaux. Voilà, messieurs, c'est comme ça que se termine cet épisode du podcast Micro-ondes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver, évidemment, vous avez le choix, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube et plein d'autres. D'ailleurs, on a changé de fournisseur de podcast, ne nous cherchez plus sur Ocha, on n'est plus sur Ocha, on est chez Acast. On suit le bon plaisir de notre gourou Alain Mattei, donc voilà, on l'embrasse. Et on est bien sûr sur les réseaux sociaux, Twitter @microondecast, Facebook et Instagram, Micro-ondes podcast en entier. Clément, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter ? À plusieurs endroits. Alors, c'est parti. L'histoire de Top Chef sur le compte All in the Game. Si vous êtes fan de foot US, le compte Seahawks France ou le compte French Football Stat. Voilà, puisque bien sûr Clément est le statisticien de l'équipe et de notre autre site de football américain, Touchdown Actu. N'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est très sympa. Raphaël, comme toujours, Raphaël _TDA, ça ne change pas. Ça ne change pas pour le moment, écoute, très bien là-dessus. Merveilleux, et Raoul VDG pour moi. Messieurs, un grand merci. Clément, bravo pour ta première. Merci à vous de m'avoir reçu. Attends, tu es chez toi, encore une fois. Tu reviendras ? Oui, avec plaisir. Très bien, on espère. Comme je viens quand il n'y a pas de candidat, j'ai compris que c'était un peu moins l'invité. On peut dire ça si tu veux, on peut dire ça. On espère qu'on aura un candidat ou une candidate. D'ailleurs, on aimerait bien avoir une candidate la semaine prochaine, donc on va se pencher sur le sujet pour vous offrir toujours plus, bien sûr, de candidats et de candidates pour vous faire vivre l'émission de l'intérieur. En tout cas, un grand merci de nous avoir écoutés. On se retrouve vendredi prochain. Et oui, attention, puisque Top Chef étant le jeudi, on ne pourra pas enregistrer le jeudi, hein, ce sera un peu compliqué. Donc on se retrouvera vendredi prochain pour débriefer l'émission du jeudi. On a hâte. Très bonne semaine, bon appétit à tous et des bisous. Ciao, ciao. Allez, mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je suis aux toilettes. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur. Ça coûte, c'est pas grave, un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu vas rentrer chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi. Oh là. Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3,